Ce matin, un avion survole l'estuaire de la Seine. C'est dégagé aussi sur la vallée de la Seine, on va pouvoir apprécier les paysages, là, superbes. Philippe Fajon étudie l'évolution des paysages du fleuve. Son vol commence à l'embouchure même de la Seine, un espace qui avait un tout autre visage il y a un siècle seulement. Alors, en face de nous, là, on pourrait imaginer très facilement de l'eau. En fait, quelques îles de sable, de vases, de territoires pas très hospitaliers, c'est certain, mais en fait, une zone où l'eau est très largement dominante. En fait, aujourd'hui, quand on regarde l'estuaire, la Seine est un tuyau qui amène l'eau du bassin parisien à la mer. Ce chenal a été creusé et canalisé au XIXe siècle pour permettre la navigation des bateaux de mer. L'avion va remonter la Seine, depuis Le Havre, en passant par le Marais Vernier, puis les fameuses boucles de la Seine, jusqu'à Rouen. Nous retrouvons Philippe Fajon au large du Havre. Ce qu'on a essentiellement en fait en face de nous, c'est on va dire une colonisation d'une zone qui à l'origine était l'estuaire. Là, c'était vraiment la mer. Et aujourd'hui, c'est des zones industrielles, c'est le port, c'est de l'habitat. La ville du Havre, sous François Ier, est construite dans les marais, est complètement artificielle. Et en fait, l'homme a montré son intelligence d'une certaine façon en sachant utiliser ces techniques pour rendre des espaces invivables, complètement urbanisés. Et aujourd'hui, c'est une ville, c'est la deuxième ville du département de Seine-Maritime. Après Le Havre, l'avion survole des paysages insolites, aménagés dans l'ancien lit du fleuve. On voit ces terrains sur lesquels des gabions ont été creusés, c'est-à-dire ces espèces de petits trous dans lesquels les chasseurs viennent chasser le gibier d'eau. Eh bien, toute cette zone est en fait gagnée, stabilisée depuis très peu de temps. Et puis, on voit encore plus près du fleuve des zones où on voit apparaître des petites filandres, c'est-à-dire ces petits bras d'eau qui sont en fait simplement le réessuyage de la marée. L'eau descend de la vasière et vient se vider à marée basse. Tout ça se remplit, se recouvert à marée haute, suivant la hauteur de la marée, bien sûr, plus ou moins fortement. Philippe traverse la Seine et survole un affluent, la Risle. La rivière coule à proximité d'un des sites remarquables de l'estuaire. Là, on passe juste à côté de cette pointe de Saint-Sanson-la-Roque, qui est aussi un lieu extrêmement emblématique du paysage. Vraiment à la pointe de la roque, ici, on voit apparaître un petit bâtiment. C'est un phare, mais au même endroit se succède un petit camp de hauteur, ce qu'on appelle un oppidum, c'est-à-dire une petite fortification de l'âge du fer qui contrôlait l'embouchure de la Seine et la connexion avec la Risle. Et ce lieu extrêmement remarquable aujourd'hui, avec le phare et les falaises qui sont au-dessus, eh bien, était léché par la mer jusqu'au début du 19e siècle. Donc il faut imaginer les territoires en dessous, qui sont des territoires vraiment humides. Alors, ce phare de Saint-Sanson-la-Roque marque une entrée extrêmement remarquable
de ce qu'on appelle le Marais Vernier. Marais Vernier et estuaire de la Risle maritime forment un ensemble qui est reconnu mondialement comme étant remarquable au niveau du patrimoine des zones humides de la planète. Cet espace naturel s'est formé dans un ancien méandre de la Seine. L'homme a plusieurs fois tenté de l'assécher, mais aujourd'hui, il le préserve pour sa biodiversité unique, entretenue notamment par le pâturage. Le Marais Vernier, on a l'impression que c'est de la nature, et en fait, c'est depuis que l'homme est installé dans le Marais Vernier, une construction permanente du système parcellaire qui est coupé comme en lanières, ce qu'on appelle les courtils, sans doute mises en place dans le courant du Moyen-Âge. On va avoir à l'extrémité, bien sûr, on va retrouver la roselière, des zones qui sont franchement en eau, et puis en remontant vers la périphérie, vers là où sont installées les maisons, eh bien on voit apparaître des petits espaces de prairies, de vergers, voire de cultures, le jardin terminant la série juste là à côté de la maison. Et on devrait continuer de l'autre côté de la rue, un pré avec des vergers sur le versant et puis le bois pour fournir le combustible pour chauffer la maison. Tout ça est extrêmement cohérent et tout le marais est construit de cette façon. L'avion quitte le Marais Vernier et se dirige vers la rive nord. Il survole au passage le pont de Tancarville. L'ouvrage, achevé en 1959, a longtemps été le plus long d'Europe et le dernier avant l'estuaire. Juste après, la raffinerie de Port-Jérôme, une des premières à s'installer sur la Seine en 1933. Philippe Fajon s'intéresse aussi à la manière dont l'industrialisation a marqué le paysage de la vallée depuis le 19e siècle. Quelques kilomètres plus loin, il s'approche d'une des villes les plus singulières de cette partie du parcours. Là, on arrive sur la commune du Trait. C'est une époque industrielle qui a marqué cette commune avec la présence d'un important chantier naval qui a laissé beaucoup de traces dans l'histoire, à tel point qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça l'identité de cette ville du Trait, avec ces fameuses cités ouvrières. On en voit en sommet de coteaux là-bas, ces maisons toutes identiques. Il y en a de différents types sur la commune du Trait qui correspondent à différentes périodes. Et c'est un des thèmes de recherche d'ailleurs importants en histoire industrielle et en histoire urbaine pour la région Normandie, de comprendre comment les caractéristiques sociales d'un territoire sont aussi construites par l'industrie. Philippe aborde maintenant une partie caractéristique de la Seine, ses méandres. Jusqu'à personnes à bord. Actuellement, les méandres de la Seine, et ça serait pour poursuivre le long de la Seine jusqu'à Val-de-Breuil. Vu du ciel, les boucles sont impressionnantes. Le fleuve a tracé 3 grands méandres en quelques dizaines de kilomètres. Un paysage qui s'est dessiné au fil des millénaires. La création des méandres, les géologues l'expliquent d'une façon très simple. Le socle calcaire sur lequel la Normandie s'appuie est fissuré. Il y a des failles dans lesquelles peu à peu les rivières se sont installées et ont tracé leur cours. Ensuite, c'est simplement l'érosion a fait qu'on érode d'un côté et on sédimente de l'autre. C'est ce qu'a fait la Seine depuis plusieurs millions d'années et qui a créé ce système de méandres qui est totalement instable jusqu'à ce que la main de l'homme intervienne pour le chenaliser. On a une chance terrible, on va passer juste au-dessus du bac qui est en train de traverser. On est sur le bac de Jumièges puisqu'on a l'abbaye qui est juste en face de nous. Les communautés monastiques ont quand même fortement marqué. Et la construction du paysage à l'intérieur des boucles, à l'intérieur des terres, mais aussi l'usage même de la Seine. Manger maigre était quelque chose d'extrêmement important au Moyen-Âge.
D'où l'importance pour les abbayes de contrôler les pêcheries où on pouvait collecter le poisson. Et les pêcheries, où est-ce qu'on les installe? Dans les anciens bras de la Seine, voire même dans la Seine proprement dit, avec un système à chaque fois toujours plus sophistiqué pour améliorer la production. C'est ce que font les différentes abbayes de la vallée de la Seine, de part et d'autre de Rouen. L'exploitation très ancienne des terres fertiles du Méandre a dessiné un autre paysage caractéristique. Quand on regarde justement ce grand trou d'eau qui est là, les carrières qui sont installées dans la boucle de Jumièges, entre la Seine et les anciennes carrières, se trouve une petite ligne d'habitat. C'est ce qu'on appelle les cognoux, et c'est un phénomène très particulier puisqu'en fait, c'est une implantation de l'habitat sur le cordon latéral de la Seine. La Seine, à chaque crue, dépose des sédiments, donc ça fait un point un petit peu plus haut sur lequel les maisons s'installent. À l'époque, 1750, on voit les cognoux qui commencent à se tracer. On commence à voir apparaître les petits enclos, les maisons qui sont vraiment sur le bord de la Seine, le verger derrière, jusqu'à la route qui parcourt l'intérieur de la courbe. Ces boucles sont un des passages les plus délicats pour les cargos. Parmi eux, le Mercurius. Il arrive d'Algérie, a remonté l'Atlantique jusqu'au Havre. Il est entré dans l'estuaire il y a 3 heures pour atteindre sa destination, Rouen. À bord, le capitaine a délégué les commandes à des pilotes de Seine. Une obligation pour tous les cargos qui circulent sur le fleuve. Car ils doivent se maintenir dans un étroit chenal creusé dans le lit de la Seine. Pour se diriger, les pilotes utilisent des repères le long des rives. Ici, nous sommes dans la courbe du Landin. C'est une courbe très prononcée et qui dure très longtemps puisqu'on fait presque un demi-tour. C'est une courbe où les seuls repères vraiment utilisables sont tous les petits feux verts que l'on peut voir le long de la rive sud. Donc là, on va arriver au prochain feu vert qui est là. Et quand il sera par mon travers, je devrais être cap sur le feu que vous voyez en face de nous. Voilà, donc le feu de la Roche-Amont qui est juste par notre travers. Et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, nous sommes cap sur le suivant, un petit peu sur notre bâbord. Quelques 10 minutes plus tard, la boucle est franchie. Nous longions les falaises qui étaient au bout de mon doigt et nous avons fait tout ce demi-tour en suivant ces falaises jusqu'à l'endroit où nous sommes maintenant. Et maintenant, nous allons quitter la falaise qui va continuer dans une autre direction et nous allons remonter vers Duclair pour aller chercher une autre falaise qui va reguider la Seine dans le méandre suivant. À Duclair, une autre difficulté propre à la Seine attend le cargo. C'est le bac qui traverse le fleuve. Le pilote le prévient de son passage. Il doit être vigilant, car ici le chenal est particulièrement étroit. Un peu plus loin, le cargo passe en vue d'un des trésors de la vallée de Seine, l'abbaye de Bocherville. On a une vision de la vallée de la Seine tout à fait originale. On peut apercevoir des choses qui ne se voient pas de la route. Et très souvent, on admire les maisons devant lesquelles on passe. Juste après, le Mercurius entame la dernière ligne droite avant l'amarrage au silo dans le port de Rouen. La transition entre la Seine bucolique et la Seine portuaire est très rapide. Et vous pouvez voir devant nous le terminal conteneur de Moulineaux
qui va être la première installation portuaire du port de Rouen que nous allons rencontrer. Le port de Rouen est situé à 120 km de la côte. Et pourtant, c'est un terminal maritime. Des cargos du monde entier viennent jusqu'ici. Rouen, c'est un port qu'on appelle de fond d'estuaire, mais il reste très important à cause de deux facteurs principaux. D'abord, la proximité de la région parisienne, et puis, d'autre part, la proximité de la Picardie, la Beauce et même la Normandie, qui sont des grandes terres de céréales. Le Mercurius est rejoint par 2 remorqueurs qui vont l'aider à effectuer une manœuvre difficile, un demi-tour sur lui-même. C'est l'évitage dans le langage des pilotes. Le secret d'un évitage réussi, c'est bien placer le navire avant de lancer ce mouvement, et c'est ce qu'est en train de faire François René. Bon, j'ai stoppé la machine, remorque le molle s'il vous plaît. Le cargo est maintenant à l'arrêt. Ce sont les 2 remorqueurs qui le font pivoter. 6 heures après son départ du Havre, c'est l'ultime manœuvre pour le Mercurius. Le pilote veille à éviter les autres cargos amarrés dans cette zone qui mesure 300 mètres de large. Dans quelques instants, le Mercurius sera positionné dans le sens du départ, prêt à repartir avec une nouvelle cargaison de céréales. Au même moment, au cœur de Rouen, un événement historique se prépare à la cathédrale. Un carillon de 64 cloches va être réinstallé dans une des 2 tours. Pendant une semaine, cette grue va les remonter une à une. Ok, nickel. Vas-y, tu peux y aller. Sous l'œil du conservateur des monuments historiques, c'est au tour d'Agnès, un des bourdons, de s'élever jusqu'à la tour Saint-Romain. Je pense que la cathédrale à Rouen, il y a un lien avec la population très fort. Qu'on soit catholique ou pas, on sent que c'est vraiment le cœur de la cité. C'est, historiquement, les grands événements rassemblent toujours du monde, ou les phases techniques comme aujourd'hui, il y a toujours un public nombreux et intéressé. Top crochet, tu vas attendre 5 bonnes minutes, on va monter là-haut. Emmanuel Pousse doit maintenant monter au sommet de la tour Saint-Romain. À l'arrière de la façade, la forme des ouvertures révèle qu'elle était destinée, dès sa construction, à abriter les cloches. C'était prévu effectivement dans la construction de la tour Saint-Romain. On avait prévu en fait ce qu'on appelle une baie à cloches. C'est une baie plus large, elle n'est pas divisée par une colonnette comme les autres baies. Et ça permettait de monter directement au niveau du beffroi les grosses cloches. Mais les cloches actuelles sont beaucoup plus imposantes que celles d'origine. Top crochet, c'est bon, Pascal, tu peux venir. Pour les introduire à l'intérieur du beffroi, il a donc fallu modifier une ouverture. Aujourd'hui, les cloches que l'on monte sont beaucoup plus larges que celles qu'a eu jusqu'alors cette tour. Donc on a été obligé effectivement de démonter une partie des baies, des pierres, pour avoir une baie suffisamment large pour passer les cloches. Après quelques minutes, Agnès arrive enfin. Mais avant de la rentrer dans la tour, il faut faire descendre Germaine, l'autre bourdon, à l'intérieur du beffroi. Après, le relais est pris par les hommes, puisque tout se fait avec des palans à la main, à la chaîne, pour, je pense, manœuvrer au plus juste et le plus doucement possible.
Là, c'est le moment de vérité. Pourquoi? Parce que Germaine, les échafaudages sont calculés au plus juste. Et on a un jeu d'à peu près moins d'1 centimètre. Et ça, on va le vérifier tout de suite. Donc, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien, mais on est confiant. Quelques minutes plus tard, mission réussie. Germaine est bien passée. Pendant ce temps, sur le parvis, l'ascension des autres cloches se poursuit. Des pièces plus petites qui rentreront plus facilement. Le toit de la cathédrale est le site idéal pour observer les tours qui dominent la ville. Véritables emblèmes de l'art gothique normand. Ces tours ont chacune une particularité, notamment la tour de Beurre, qui est du gothique flamboyant, hein, la fin de l'art gothique au XVe siècle, et qui a la particularité d'être couronnée, une tour couronnée que l'on retrouve dans l'art gothique normand. C'est-à-dire que son sommet n'a pas de couverture d'ardoise, par exemple, mais se termine dans une couronne de pinacles, un petit peu, voilà, très, très ornementale. Par contre, la tour, elle, de la croisée du transept, la tour majeure de la cathédrale, est une tour lanterne. C'est aussi une caractéristique du gothique normand. Cette tour est élevée plus haute que les couvertures et permet d'avoir des baies qui éclairent aussi le cœur de l'édifice et apportent de la lumière en son centre. Mais la construction de la tour de Beurre à la fin du XVe siècle fait pencher toute la façade. C'est à ce danger imminent qu'on doit l'exceptionnel portail central. Une solution imaginée par l'architecte de l'époque. Rouland-Leroux réussit à convaincre le chapitre de la cathédrale de reconstruire toute la travée centrale, et notamment pour y inclure 2 importants contreforts qui permettront de stabiliser l'ensemble de la façade. Et puis l'art de Rouland-Leroux, de l'architecte, c'est de réussir à dissimuler ces 2 contreforts qui finalement ne sont pas choquants, mais qui ont une masse très importante. Mais la profusion du décor, de l'ornementation gothique, va permettre de complètement les effacer dans l'ensemble du décor de la cathédrale. Le résultat, c'est cette fabuleuse dentelle de pierre, sur 40 mètres de hauteur. On y retrouve tous les décors du gothique flamboyant. Des clochetons, des niches, abritant des rangées de statues. Par contraste, l'intérieur de la cathédrale frappe par sa sobriété. Passé cette grille, un sanctuaire abrite un autre chef-d'œuvre du même architecte. Ce mausolée monumental marque un tournant dans l'histoire de l'architecture à Rouen, l'avènement de la Renaissance. Sur le tombeau, effectivement, ce nouvel art, la Renaissance, s'illustre par un décor et une composition complètement nouvelle. L'introduction notamment de grandes sortes de pilastres, un peu, avec des chapiteaux voilà, qui sont ornés notamment de candélabres. On voit aussi l'introduction de coquilles Saint-Jacques, par exemple, derrière les personnages, ou de représentation de plafonds à caissons ou en voûte. Donc des éléments inspirés complètement aussi de l'architecture antique, dont on peut voir encore des exemples, bien sûr, naturellement à Rome à l'époque. Un personnage attire particulièrement l'attention du conservateur des monuments historiques. Juste, voilà, à cet endroit, on pense que Rouland-Leroux s'est fait représenter sur cette œuvre qui est un peu l'aboutissement, en quelque sorte, de son travail et de l'évolution de son travail, où se mêle à Rouen la fin du gothique flamboyant et ce tombeau-là qui pleinement adopte un décor Renaissance importé de l'Italie à l'époque. À 2 pas de la cathédrale, d'autres bâtiments emblématiques témoignent aussi de cette transition entre le gothique et le style Renaissance. Comme l'échiquier de Normandie, siège du pouvoir judiciaire, avec ses grandes fenêtres. Et juste à côté, le gros horloge, symbole de la puissance des bourgeois.
ici, sur la place de la Pucelle, se trouve l'hôtel de Bourteroul, un hôtel qui a été bâti par la famille des Leroux, qui étaient de puissants parlementaires normands, seigneurs de Bourteroul. Alors, ces familles, elles vont être assez rapidement aussi séduites par l'art de la Renaissance qui arrive à Rouen. Et elles vont demander aux architectes d'introduire en fait ce nouvel art dans leur résidence. Ce qu'on voit d'ailleurs ici à l'hôtel de Bourteroul, avec la réalisation au début du XVIe siècle de cette galerie, de la galerie d'Aumale, qui elle contraste avec le reste de l'édifice, puisqu'elle adopte ce nouvel art avec les pilastres, des candélabres. À l'ombre de la cathédrale, Emmanuel se rend dans un lieu singulier. Il doit bientôt participer à sa restauration. Alors, nous sommes ici dans l'Être Saint-Maclou. C'est un lieu, par son architecture, unique en Europe. C'est en fait un cimetière, le cimetière de la paroisse Saint-Maclou. L'Europe a connu de grandes épidémies de peste, dont une importante à Rouen en 1520, en fait, qui décide la paroisse Saint-Maclou à étendre son cimetière et surtout à construire en fait, ces galeries. Et en fait, ces galeries servent d'ossuaire, c'est-à-dire qu'on inhume dans des fosses, a priori, avec certainement de la chaux, etc., les personnes victimes de l'épidémie. Et ensuite, au fur et à mesure, on ressort les ossements qui sont stockés dans les combles de ces galeries. On a illustré d'une façon assez évidente en fait, la vocation du lieu, en ornant en fait, toutes les pièces de charpente, les objets ayant trait à la mort et à la fonction du cimetière, avec les outils du fossoyeur, un cercueil ouvert et un cercueil fermé, donc on peut penser qu'on y a déposé un corps, et surtout aussi des squelettes complètement démembrés, donc on a des mâchoires, des bassins, omoplates, des tibias, etc. Ce qu'on rangeait à peu près dans les combles de ces galeries. Au port de Rouen, Emmanuel Pousse a récemment mené la restauration d'un monument historique, préservé des destructions de la dernière guerre. C'est la tour Marégraphe. Elle témoigne de la vie du port au XIXe siècle. À l'origine, c'était une sorte de grand château d'eau, un accumulateur en fait, qui se remplissait d'eau et qui, avec la force de cette eau, vu la hauteur, en fait, permettait de donner de l'énergie hydraulique aux grues du port de Rouen. Donc ça correspond vraiment au développement de ce port, l'arrivée du train, la construction de grands hangars, et puis on y installe assez rapidement un marégraphe, une sorte de cadran. La tour est reliée au niveau de la Seine et indique le niveau de la marée, avec une variation de la hauteur de Seine tout au long de la journée. Aujourd'hui, le port historique de la ville est le lieu de rendez-vous et de détente des Rouennais. Il a été transformé récemment pour mettre en valeur les quais de Seine et le patrimoine portuaire. Un chantier suivi de près par Emmanuel Réal, qui a fait l'inventaire de tous ces ouvrages. Ce matin, elle est invitée à bord d'une vedette par un responsable du port. On peut effectivement apprécier la qualité des infrastructures portuaires. On a le 106 qui se dresse juste en face de nous, là, sur cette rive gauche, qui est maintenant la salle des musiques actuelles, qui est un ancien hangar. On a préservé entièrement la façade avec quand même un aménagement vitré, puisque c'est un lieu d'accueil du public, un lieu de spectacle. Ces grues, ces hangars, ce sont des éléments symboliques qui témoignent du passé industriel de ce port de Rouen, qui était le premier port, qui est toujours le premier port de fond d'estuaire français. Ici, c'est un restaurant dédié aux manifestations sportives. Et on le voit bien, il faut qu'il y ait une réappropriation du public sur les quais. En fait, on ne renie pas la mémoire. On transforme le site sans renier ce qu'on était. Le bateau poursuit sa descente de Seine. Au-delà du pont Gustave Flaubert, commence le port moderne. De chaque côté, se sont implantées des industries à partir du XIXe siècle. Ce qui caractérise Rouen, ce sont ces silos, puisqu'on est le premier port européen d'exportateur de céréales. Donc là, vous avez un exemple. C'est un navire qui va charger 32 000 tonnes de blé
vers l'Algérie. Des navires gigantesques chargent ici les céréales, à destination principalement d'Afrique et d'Asie. À partir d'ici, on va commencer à observer des contrastes. D'un côté, en rive gauche, des grandes usines qui sont encore en activité, et de l'autre côté, des pavillons. Et on voit au niveau géographique, on est tout de suite sur les Oui. coteaux. Oui, donc oui. on a moins de terre-plein, on a moins de place. Emmanuel et Régis achèvent leur descente du port de Rouen, qui s'étend aujourd'hui sur 16 km. J'ai une vraie passion pour ce patrimoine parce que c'est un patrimoine qui demande encore à être défendu. À partir du moment où on comprend pourquoi les formes sont ainsi, pourquoi ils se sont implantés sur le territoire de la Seine, on découvre et on accepte leur beauté. Emmanuel sillonne les routes de la région pour son inventaire. Elle étudie plus particulièrement la réhabilitation des anciens bâtiments industriels, parmi lesquels cette usine de tissage, construite en 1880, est reconvertie un siècle plus tard en école d'architecture. On voit un véritable château de l'industrie, un bâtiment qui, par son ordonnancement classique, montre toutes les qualités architecturales qu'on pouvait développer dans le monde industriel à cette époque, avec son corps central, ses deux ailes latérales parfaitement symétriques, ses décors, bien que la façade soit austère, mais c'est quelques décors, ses larges baies en axe serpentaire ou en axe plein cintre. L'industriel Lucien Fromage a conçu son usine comme un emblème de sa réussite. Cette notion de château de l'industrie qui se développe au milieu du 19e siècle, c'est à montrer que le bâtiment est à la fois un lieu de production et un lieu de représentation symbolique du pouvoir économique, du pouvoir politique des patrons d'industrie de l'époque. Au cœur du bâtiment, l'architecte de la reconversion a imaginé un double escalier spectaculaire d'inspiration industrielle. C'est le lieu de circulation pour les 400 étudiants de l'école. On voit que l'architecte a conservé des éléments du passé, les poteaux et les poutres d'origine, qui n'ont plus fonction porteuse, puisqu'en fait, elles ont été complètement doublées par une charpente en béton armé, mais elles ont été préservées pour garder l'esprit du lieu. N'oublions pas qu'on est dans une école d'architecture et ici on a une lecture très lisible, un système constructif de la fin du 19e siècle. C'est un endroit que je trouve magique, à la fois ludique et à la fois pédagogique. Dans les espaces de travail, on retrouve les propriétés de l'architecture industrielle. L'architecture industrielle, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être robuste, elle a besoin d'être lumineuse et elle a besoin de grands volumes. Et on voit ces trois réponses à cette exigence de l'architecture industrielle par la présence des fenêtres. Vous voyez ces nombreuses fenêtres sur les façades. Et puis on voit aussi en termes de robustesse la présence de ces séries de poteaux en fonte qui permettaient de soutenir et de supporter la charge et la vibration des machines. Emmanuel participe à l'enseignement de la reconversion des bâtiments industriels. Pour ses étudiants, l'ancienne usine est un site de choix. Elle est complètement atypique. J'aime beaucoup me balader dans cette école. Elle est très agréable aussi pour travailler. Il est possible de se croiser. C'est pas des toutes petites salles. Donc ouais, j'aime beaucoup l'esprit aussi du lieu. Un peu plus loin, une autre vallée est aussi inventoriée par Emmanuel. La vallée de Landelle, un affluent de la Seine. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ces rives accueillent essentiellement des filatures et teintureries de draps. Il reste de cette époque un vestige spectaculaire.
À droite, on voit la magnifique filature Levavasseur, hein, cette filature de coton qui nous a laissé les traces inestimables, ces ruines romantiques de ce passé industriel. L'étonnante filature, construite au milieu du XIXe siècle, évoque les cathédrales anglaises. La rivière a été déviée pour alimenter l'usine en énergie. C'est un monument encore magnifique, unique en France et même en Europe, puisqu'on est là face à une filature qui est une cathédrale de l'industrie. On passe du château de l'industrie à la cathédrale de l'industrie avec ses références très visibles à l'architecture religieuse néo-gothique. Des tours couronnées, une silhouette tout en hauteur et en finesse, des baies en arc brisé et même des meurtrières. L'architecte ira jusqu'à poser des vitraux sans couleur, sertis de plomb. On remarque aussi la présence de ces 4 tours octogonales qui servaient pour 3 d'entre elles comme tour d'escalier et la 4e servait de cheminée. Mais ce site exceptionnel n'a fonctionné que 14 ans. C'est son architecture qui a été la cause d'un incendie ravageur en 1874. On suppose que le feu s'est déclaré en raison de la présence de la rosace que l'on voit ici, qui donnait aussi dans les combles. Et les combles servaient de lieu de stockage du coton. Et en fait, il y a eu sûrement un effet de loupe qui fait que le coton s'est enflammé de lui-même. Donc voilà, une série de malédictions. Mais l'expression architecturale d'une mégalomanie de ce patron d'industrie qui a voulu construire un site à la hauteur démesurée de son image et de sa personnalité. Emmanuel est attendu ensuite de l'autre côté de l'Andelle. Dans cette petite usine qui est restée en activité jusqu'en 1983. Je suis tombée amoureuse de ce site la première fois que je l'ai vu parce que il y avait cette nature autour, ce bras d'eau et puis cette richesse historique. C'est un site où se sont succédées plusieurs activités, des moulins tout d'abord et puis une filature au cours du temps s'est installée au 19e siècle et puis une autre activité, celle de la fabrique de jouets qui s'est installée en 1904 exactement. Philippe Garel a racheté l'usine en 1993 pour la réhabiliter. Cette partie-là, c'était une centrale hydroélectrique. On mesure peut-être assez mal ce que ça représente maintenant. On n'en a plus qu'à se brancher maintenant et avoir de l'électricité. Mais avant, il fallait quand même fabriquer son énergie. Philippe est artiste peintre. L'usine était idéale pour en faire son atelier. À l'intérieur, on retrouve le volume et la lumière propre à l'architecture industrielle. Le problème de ces friches industrielles, c'est que faire une fois que l'activité a disparu. Et puis il y a des friches qui sont plus difficiles à réutiliser parce qu'elles ne sont pas situées en milieu urbain. Donc ça donne lieu à des réutilisations comme celle-ci par des artistes qui trouvent le lieu approprié pour pratiquer leur art. C'est ainsi que l'artiste a transformé la centrale en cabinet de curiosité. Alors ici, la centrale hydroélectrique. Et alors c'est très impressionnant parce que quand je suis arrivé dans cette usine, évidemment, j'ai voulu voir si tout ça fonctionnait. C'est comme un jouet, tout ça. Donc j'ai desserré le frein et cette roue en fonte là s'est mise en mouvement. Tout commençait à vibrer. Si ça m'a fichu une trouille. Donc j'ai vite arrêté, mais elle se mettait en marche. Après avoir produit du textile, puis des jouets, la petite usine est devenue un lieu de villégiature atypique. Ça a de l'allure, hein? Une usine les pieds dans l'eau. On est sur la passerelle d'un bateau, là, avec le couchant là-bas, plein ouest.
Retour dans les boucles de la Seine. Ces méandres sont jalonnés d'abbayes, construites à partir du 7e siècle. Parmi lesquelles, l'abbaye de Jumièges. Depuis 1000 ans, les tours de son abbatiale dominent toujours le fleuve, du haut de leurs 50 mètres. Vestige exceptionnel d'architecture romane normande. Sous le règne des ducs de Normandie, ce sont des centres économiques et spirituels qui rayonnent sur tout l'Occident. À peine 15 km plus loin, une autre abbaye s'implante à la même époque. C'est Saint-Vendry. « 13 siècles plus tard, le site abrite toujours une communauté bénédictine. Saint-Vendry, en fait, se caractérise par une implantation en fond de vallée, dans une zone très marécageuse. La Seine, au moment de la marée montante, eh bien, venait envahir ce vallon et précisément battre les murs du monastère. Frère Pascal nous emmène dans l'espace réservé aux moines. En franchissant cette porte, eh bien, nous entrons dans la clôture monastique dans laquelle vivent une trentaine de moines qui habitent ce lieu depuis la fondation, si vous voulez, mais qui a connu quand même au cours de ces plus de 13 siècles d'histoire 2 exils majeurs de plus d'un siècle au moment des invasions normandes et au moment de la Révolution française. Le cloître de l'abbaye est unique en Normandie, car son jardin est encore entouré des 4 galeries d'origine. Au cours de la restauration des rosaces, les moines ont fait une découverte étonnante. On s'est rendu compte que les fresques, qui sont ni plus ni moins des ombres portées de l'architecture, ce qu'on appelle une architecture fictive, eh bien, sont en fait la réplique de ce que l'on voit dans mon dos, de cette architecture en pierre. Et ce qui est encore une des spécificités du cloître de Saint-Vendry, dans la mesure où c'est quasiment l'unique cloître connu qui a une galerie avec une architecture à la manière d'une ombre portée. Dans la galerie nord, un élément remarquable illustre un détail du mode de vie monastique à la fin du Moyen-Âge. Ici, nous nous trouvons devant le lavabo du réfectoire, qui correspond vraiment à un endroit emblématique, puisque les moines venaient se laver les mains. Vous voyez, on voit les trous où il y avait les robinets en plomb qui ont malheureusement disparu, qui avaient des têtes d'animaux, des dauphins qui crachaient de l'eau. Et on se retrouve devant un exemplaire assez impressionnant, je trouve, de la très belle sculpture de la fin du XVe siècle et du début de l'époque Renaissance en Normandie, puisqu'on voit encore cette grande architecture typique de l'époque de la fin gothique terminant, avec à l'intérieur, déjà, on a les fameux candélabres que l'on retrouvera à la cathédrale de Rouen, au château de Gaillon, enfin sur les monuments de Normandie. Et au-dessus du lavabo, eh bien, vous avez une figure de grotesque, c'est-à-dire ce qu'on appelle un masque de feuilles, qui nous montre une caricature de l'ivrognerie. Hein, c'est bien pour ça qu'en dessous coule de l'eau, et qui est une mise en garde des moines contre l'intempérance. À la Révolution, les moines s'exilent. Le site est racheté plus tard par le marquis de Stackpool, un Irlandais fortuné. Il le transforme en résidence de campagne. À l'extérieur, il ajoute des beaux windows, des tourelles néo-gothiques et laisse pousser le lierre sur les façades. À l'intérieur, le réfectoire monastique devient un grand hall d'entrée, avec des galeries, une fausse cheminée et un escalier monumental. Depuis, les moines ont rendu à cette pièce sa fonction d'origine. Eh bien, nous sommes dans le plus ancien réfectoire monastique d'Occident. Et nous, ici, nous avons la chance à Saint-Vendry d'avoir ce réfectoire toujours en utilité depuis le XIe siècle.
Le réfectoire monastique est un des lieux quand même très solennels d'un monastère, dans la mesure où il est symétrique à l'église abbatiale, la nourriture spirituelle, la nourriture corporelle. Et donc, il y a vraiment un rituel monastique qui préside à la tenue des repas, dans la mesure où les repas sont en silence et ils sont rythmés par une lecture. Et au milieu, vous voyez évidemment la table des hôtes qui, eux, ont un vis-à-vis, ce qui est la différence des moines qui n'ont pas de vis-à-vis. Et puis, nous sommes disposés selon un ordre qui est vraiment très hiérarchisé, avec tout au fond, là-bas, la table du père abbé, et puis son bras droit qui est le père prieur, ensuite le sous-prieur, et puis chaque frère, selon son rang d'entrée, est disposé au réfectoire. Le plus gros chantier du XXe siècle, c'est la construction de cette nouvelle église abbatiale. En 1966, un des moines découvre une grange médiévale à 50 km de là. La communauté l'achète et la déplace pierre par pierre pour en faire son nouveau lieu de culte. À l'origine, c'était une grange dîmière destinée à entreposer la dîme, un impôt prélevé sous l'Ancien Régime sur les revenus agricoles. Une grange dîmière, surtout en Normandie, j'allais dire, répond vraiment à une caractéristique bien spécifique, avec un pignon très haut, et puis toujours un contrefort central, avec 2 fenêtres de part et d'autre. Ça, vous avez vraiment le mur authentique du XIIIe siècle. Quand on découvre cette grange, on se retrouve devant un grand vaisseau, avec une adjonction sur le côté, qui est ni plus ni moins l'entrée principale de la grange. Les piétons ou les charrettes qui rentraient dans cette grange entraient par ce côté-ci et qui est aujourd'hui devenue la chapelle du Saint-Sacrement. Derrière l'autel, il y avait une ouverture qui permettait d'accéder de l'extérieur. Et on voit très facilement que les charrettes usaient en tournant, puisque regardez le piétement de cette colonne ici est devenu finalement usé par les moyeux et les essieux des roues qui, pour manœuvrer dans l'église, enfin la grange à l'époque, eh bien, usaient progressivement les choses. 7 fois par jour, la grange-église accueille toujours les offices religieux de la communauté. Les boucles de la Seine sont aussi le terrain d'exploration d'un nouveau venu dans la région. D'une rive à l'autre du fleuve, Benjamin de Coster part à la recherche de produits typiques de la vallée. Il a créé une épicerie bio il y a 3 ans et doit se ravitailler toutes les semaines. Généralement, pour que notre tournée de collecte soit efficace, on passe par les ponts. Mais il y a 2 ou 3 petits producteurs qui sont le long de la Seine. Et pour aller chez eux, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ces bacs. Et c'est bien sympa, ma foi. Benjamin se dirige vers Duclerc, à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Ici, on est sur un paysage qui montre vraiment la particularité de la Seine entre Rouen et Le Havre. On a sur la partie de la rive droite ces grandes falaises blanches et ensuite sur l'autre rive une partie plutôt plane qui va correspondre aux alluvions déposées par la Seine et qui ont été utilisées depuis longtemps pour les pâturages et pour la production fruitière, puisqu'on a une température assez douce avec ces falaises blanches qui coupent le vent et emmagasinent un peu de chaleur et évitent d'avoir le gel comme on peut avoir sur les plateaux. Benjamin entame la route des fruits, une route gourmande qui s'étire sur 60 km, dans un paysage typique entre le fleuve et les vergers. On est ici en bord de Seine, donc on cultive ici depuis très longtemps évidemment de la pomme et la poire, mais également la prune et d'autres petits fruits comme les cerises. L'abbaye de Jumièges a lancé la production fruitière il y a quelque chose comme 1000 ans, du fait du microclimat qu'on peut retrouver le long de la Seine.
Benjamin commence sa collecte chez Rémi Perrault, un des rares producteurs de fruits biologiques de la vallée de Seine. Au mois de mai, les fleurs de poirier commencent à tomber, signe de la présence d'un fruit. Si on veut voir un fruit, il faut plutôt choisir un fruit qui, finalement, n'a plus ses pétales. Donc ici, on voit le fruit. C'est une toute petite poire. Et si on l'ouvre, on peut avoir la chance d'avoir les pépins. Voilà. Toc. Et là, on les voit. Donc le fruit est là. Et ce qui veut dire que le processus est engagé et que la poire est née. Par exemple, là, sur une grappe comme ça, où on a peut-être 15 ou 20 fleurs, il restera combien de fruits à la fin? 4-5. 4-5 seulement? Oui. Vous avez ici un sol particulier qui a comme conséquence de faire un fruit un peu rustique avec une peau un peu plus épaisse, mais qui, en termes de goût, va plus loin. C'est ce qui donne cette typicité particulière aux fruits de la vallée de la Seine. Rémi produit notamment la variété Canada. C'est une pomme à cuire qui se tient très très bien, qui a une chair un peu cotonneuse. On dirait de la neige presque. Oui, oui. Mais c'est une pomme qui est très parfumée. Très parfumée. Et justement, quand on fait la pomme au four avec la Canada, ça explose. Bah, ça caramélise. C'est formidable. Bah, je suis un grand fan. On a souvent des questions de personnes qui s'interrogent sur comment est-ce qu'il est possible de conserver des pommes aussi longtemps, puisqu'on est à cette époque-là 6 à 7 mois après la période de récolte. Et donc on leur explique qu'il y a des variétés qu'on appelle des pommes de garde, qui sont justement des variétés qui se conservent très bien à basse température, proche de 0 ou 1 degré. Il n'y a pas besoin de mettre de produits, ça se conserve très bien tout seul. Le mois de mai est aussi une des époques de la taille pour les pommiers. Rémi pratique une technique qui donne une forme particulière aux branches fruitières. La fruitière, c'est une branche qui fait des fruits. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là-bas. Et donc, cette branche, avec le poids, va se retrouver comme ça. Et donc donne à l'arbre une forme de pleureur, de saule-pleureur, sauf que c'est un pommier pleureur. Et comme vous pouvez regarder, il n'y a pas de fruits en dessous. Donc tous les fruits sont au-dessus et bénéficient de tout le soleil et de la maximum de coloration. Rémi s'est converti à l'agriculture biologique il y a 8 ans. Le béton est à 18 km, on est à 18 km de Rouen. Et ici, l'objectif, c'est de maintenir la nature. C'est une agriculture qui maintient un biotope, une biodiversité. Et ça, c'est ce qui est le plus important, parce que c'est ce qui va nous manquer. Pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent rentrer dans le verger, cueillir une pomme et croquer dedans sans arrière-pensée. Pour continuer sa tournée des producteurs, Benjamin traverse à nouveau la Seine, avec un des nombreux bacs du parcours. En quelques minutes, il passe des falaises de la rive droite aux pâtures de la rive gauche. Là, on rentre dans les marais, nous sommes dans la boucle d'Anneville, donc à l'intérieur d'une boucle formée par la Seine. On est dans une zone marécageuse, on peut voir sur notre gauche une belle herbe grasse. On retrouve les paysages du bocage normand qui étaient parfaits pour l'élevage, puisque les vaches avaient ici une herbe d'excellente qualité. Dans ce terroir privilégié, très peu de producteurs se sont convertis à l'agriculture biologique. Notre travail, c'est vraiment d'essayer de structurer une filière pour cette petite production biologique locale, afin de permettre à ces producteurs de pouvoir vivre simplement. C'est-à-dire, les fermes pratiquent essentiellement de la vente directe, et nous, notre travail, c'est d'aller collecter ces produits pour les amener ensuite à Rouen et à Paris. Benjamin arrive chez Olivier Declercq, un producteur de volailles installé en bord de Seine. Il est un des derniers à élever une poule devenue rare. Oh là. Voilà. Là, c'est une poule de Gournay.
originaire de Gournay. Gournay-en-Bray, qui était un village qui se situe à peu près à 60-80 km d'ici. Pas plus normand que la poule de Gournay. On dit qu'elle est cailloutée, car elle est noire et blanche. Et en plus, la particularité de cette poule, c'est qu'elle a la crête tombante. Donc là, c'est une poule qui a... Là, elle a 150, 160 jours. Mais là, il est temps. Elle arrive à maturité. Hein. À la différence des poulets d'élevage qui sont de l'ordre de 60 à 70 jours au maximum, là, on arrive sur des poulets qui gambadent pendant 100, 120, 130 jours. Donc du coup, on a des viandes qui sont bien plus fermes, bien plus goûtues, bien plus grises que les viandes blanches qu'on a d'habitude. Donc effectivement, c'est une race qui est très intéressante en termes de goût, mais c'est aussi un mode d'élevage qui fait qu'on a une viande de très grande qualité. Donc là, on va dire, c'est le top. Le terrain d'olivier en bord de Seine témoigne de la vie du fleuve avant sa canalisation. Pendant les grandes marées, la Seine passait par-dessus cette petite butte, là, on appelle ça un digron. D'accord. Et, c'était lors des grandes marées, en fait, quand la mer remontait. Quand la mer remontait, et l'eau allait s'écouler jusque dans le marais. Parce qu'ici, on est un peu plus haut que le marais. Voici la nouvelle digue, construite en 90, à partir des années 90. Hein. C'est des travaux qu'on demandait au moins 4-5 années. Ah, et puis on sent qu'il y a beaucoup plus de vent, du coup. Ah oui, c'est... Alors là, tu vois, on est en marée descendante. Et à marée haute, comme tu le vois, l'eau arrive à peu près, tu vois, où tu vois la vase. Là, la marque, oui. La marque, voilà. Finalement, c'est comme si tu habitais au bord de la mer, presque. Tout à fait, ouais. La route de Benjamin se poursuit le long du fleuve en rive gauche. Avant d'ouvrir son épicerie, il était géographe. Et une chose lui tient à cœur, l'autonomie alimentaire de sa région. On ne se rend pas forcément compte, mais si on prend l'exemple de l'agglomération parisienne, pour nourrir 10 millions d'habitants, on est forcé de faire venir des produits de toute la France. Et moi, c'est vraiment une problématique sur laquelle j'ai envie de travailler en structurant cette filière biologique locale. C'est de pouvoir garantir qu'un territoire puisse être autonome, puisse être souverain en termes de production alimentaire. Et pour ça, la grande variété des terroirs de la Seine est un atout. Mais Benjamin doit parfois changer de décor et monter sur le plateau. Ici, les terres ont été profondément modifiées par l'agriculture intensive. Alors là, nous sommes sur les hauteurs de la Seine. On est sur un paysage de plateau. On peut voir des grandes cultures, essentiellement du blé, du maïs et du colza. Là, on a un joli champ de pommes de terre sur notre droite. C'est très carré. Après la Seconde Guerre mondiale, toutes les haies ont été déplantées, arrachées, afin de permettre la culture mécanisée et de pouvoir laisser passer les tracteurs, d'être sur une agriculture intensive, à la différence des petites parcelles que l'on peut trouver sur le bord de Seine, où ces petites parcelles étant bloquées entre la Seine et les falaises, on n'a pas jugé utile d'arracher ces haies puisque on ne pouvait pas avoir de grandes surfaces comme on peut trouver ici. En bordure de coteaux, Philippe Brière perpétue les pratiques de pâturage sur les prairies calcaires. Ces parcelles profitent d'une exposition idéale, orientée plein sud, face à la Seine. Allez, viens. Viens. Il y a un siècle encore, la plupart de ces coteaux étaient occupés par les troupeaux. Pour Philippe, l'agriculture biologique est un moyen de conserver ces paysages devenus rares. C'est un choix que j'ai fait dès le départ. Ça fait plus de 20 ans que je suis en bio. Je voulais maintenir mon terrain tel que mes parents me l'ont laissé, tout simplement. Donc, par rapport à la beauté du site, c'est pas un hasard si on fait du bio ici, d'ailleurs. Et puis, maintenir les haies, rien que pour garder un petit peu éviter l'érosion, déjà, parce qu'on est sur des terrains qui sont très pentus, donc c'est des haies qui sont en limite de chaque fois de talus. La présence des oiseaux, de la biodiversité, ça sert d'abri aussi pour les animaux l'été quand il fait très chaud. Ça fait un coup de vent qui est naturel et qui est plaisant aussi à regarder. On est en Normandie, donc c'est logique qu'on maintienne les pâtures telles qu'elles sont.
C'était un site où j'y tiens énormément, quoi. Donc je suis né ici et puis sans ce site, je ne sais pas si je ferais ce métier là d'ailleurs. Mais j'y suis fortement attaché, quoi. Donc c'est pour cette raison-là que je voulais le préserver, tout simplement. C'est vraiment pentu. Hein. Et les vaches arrivent à se déplacer sur des pentes aussi aucun souci. Aussi raides, ouais. Ah oui. Bon, les animaux, ils sont plus ou moins rustiques, hein, ils sont habitués. Hein, ils sont nés bio, ils sont déjà nés dans les pâtures, ils sont habitués aux pentes. C'est sûr que si tu mets un animal qui était à l'auge pendant 2 ans, coucher et dormir, tu le mets là-dessus, oula. Philippe travaille avec sa nièce, qui reprendra un jour l'exploitation. Amélie qui travaille avec moi, c'est un métier qui lui plaît beaucoup, donc la passion aussi, comme moi, de ce paysage. Et donc, en principe, tu ne devrais pas y avoir de soucis pour la transmission. À quelques kilomètres de là, cet avion entame un survol de la région. À bord, France Poulain s'intéresse à l'histoire des châteaux qui bordent la Seine. Car longtemps, le fleuve a été une faille dans la défense du territoire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir le trajet vu d'en haut en remontant la Seine, parce que c'est vraiment là où on peut comprendre comment sont faites les invasions vikings, c'est-à-dire que ces Vikings arrivent, ils ont bien compris qu'ils pouvaient aller très vite, piller et repartir. Son vol commence par les forteresses qui protégeaient le fleuve. Entre Paris et Rouen, un verrou défensif est édifié au Moyen Âge, alors que s'opposent le Royaume de France et le Duché de Normandie. Le site n'est pas choisi par hasard. Il exploite la géographie du fleuve. Ce qu'on voit là, c'est l'une des plus belles boucles de la Seine. C'est la boucle dite de Château-Gaillard. On appelle ça le lacet défensif de la Seine. Hein. L'idée de base, c'est que quand vous êtes sur la Seine et qu'elle est toute droite, c'est relativement facile de voir un ennemi arriver. Mais là, on est bien sur des secteurs où en fait, ça sinue de manière tellement forte qu'il faut absolument qu'on puisse voir l'ennemi en permanence. Situé en surplomb du méandre, Château-Gaillard est construit par l'anglais Richard Cœur de Lion, également duc de Normandie. À l'époque, c'est une forteresse à la pointe des techniques défensives. On voit très bien en fait l'ensemble de la défense, hein, qui était une double coquille, hein, qui permettait d'avoir le donjon avec sa chemise. Derrière, on avait une première cour, puis un pont-levis, donc on pouvait séparer, et un deuxième niveau de cour. De l'autre côté de la Seine, le roi Philippe Auguste défend le royaume de France avec le château de Gaillon. La forteresse a été transformée au cours des siècles. Alors effectivement, le château de Gaillon qu'on voit extrêmement bien, qui s'est développé sur son éperon rocheux, et on voit les différentes époques de ce château qui se conjuguent, avec le niveau des douves, bien sûr, ce qui nous reste de la période médiévale. Ensuite, le château Renaissance avec son pavillon d'entrée qui là dresse fièrement sa toiture en forme de hache. C'est à cette époque que la galerie monumentale à l'italienne est construite. Et puis tout autour, ce qu'on distingue, c'est les restes des jardins, qui étaient des jardins extrêmement beaux, extrêmement riches. Tout le reste de la colline, en fait, on le préserve de l'urbanisation pour avoir un écrin végétal autour du château. L'avion de France Poulain décrit un grand virage au-dessus de la Seine et des coteaux pour continuer sa remontée du fleuve. Il arrive en vue du dernier bastion français, à La Roche-Guyon.
La forteresse gardait un autre méandre stratégique pour couper la route qui menait à la capitale, à seulement 140 km d'ici. Là, on arrive juste au-dessus de la Roche-Guyon, là. Voilà. Donc là, on est vraiment au niveau de la frontière entre le duché de Normandie et le Royaume de France. Donc la Roche-Guyon, c'est le dernier grand château français avant la frontière normande. L'impressionnant donjon était relié au château par un dispositif imprenable. Un escalier directement creusé dans la falaise. Ce qu'on voit extrêmement bien, c'est le château médiéval avec ses différents systèmes de défense et sa transformation en château de loisirs par sa position près de la Seine. Progressivement, au cours du XVIIe siècle, on va avoir tout d'un coup des terrasses qui vont apparaître, on va avoir des fenêtres qui vont être un peu plus grandes. L'immense jardin offre une vue spectaculaire sur la Seine. On voit la Seine dans sa grande nature, dans son grand paysage, seulement sur certains points que sont soit les châteaux militaires, soit les châteaux de loisirs, parce que là, c'était un paysage en fait qu'on cherchait. Ces ondulations, ces méandres, le miroitement de la lumière sur l'eau, c'est très beau. France Poullain se dirige vers l'un des premiers châteaux de loisirs, bâti sur la Seine au XVe siècle, à quelques kilomètres du Havre. Là, on voit le château d'Étlan, très joli château, à la croisée entre le gothique flamboyant et la première Renaissance. Ce qui est très agréable, c'est de voir cette alternance de lits de briques et de craie, parce qu'on a vraiment les matériaux locaux, c'est-à-dire que la brique est extraite depuis le sol, hein, donc on a cette couleur d'argile, et puis la craie est vraiment la pierre noble d'excellence. Et cette alternance, elle est caractéristique de la période de la Renaissance. Ce qui est vraiment très visible, en fait, c'est les terrasses. On n'est plus dans l'aspect défensif avec des grandes murailles, mais on est sur des terrasses qui permettent de profiter de la Seine, de sortir du château et d'avoir une partie de promenade, en fait, qui est disponible pour les personnes. Le château paraît pourtant aujourd'hui éloigné de la Seine. Ce qui est intéressant sur Étlan, c'est de voir que l'eau arrivait jusqu'au pied du château d'Étlan. Le méandre s'est déplacé tout du long. France Poullain poursuit son vol au-dessus de la forêt de Bretonne, qui occupe tout un méandre de la Seine. Elle se dirige vers un château qui domine le fleuve depuis le XVIIIe siècle. En face de nous, le château du Landin. On voit très bien l'avant-corps central avec cette façade faite de briques et de pierre. Et puis on peut bien imaginer, le château premier était donc simplement la partie centrale, sans les deux extensions sur les côtés et sans la coupole. Ces extensions sont construites par les propriétaires successifs pour afficher leur prospérité. Ces châteaux de loisirs, donc c'est à la fois des nobles qui font construire sur leur propriété, mais ce sont aussi, là par exemple pour le château du Landin, un négociant en drap qui a racheté le château à la fin du XVIIIe et qui voulait montrer à ses amis de Rouen qu'il avait les moyens d'avoir un château. Et vraiment une vue sur l'ensemble du méandre, ce qui est tout à fait remarquable. France Poullain se rapproche de Rouen. Sur son parcours, les grandes demeures se multiplient, construites par les notables de la ville. Plus les siècles avancent, plus on va construire les châteaux de loisirs au plus près du fleuve.
Alors ça, c'est tout simplement pour profiter de la présence de la Seine. Bien sûr, on va toujours essayer de se mettre quelques mètres au-dessus pour éviter les grandes inondations. À l'issue de ce vol, France Poulain a rendez-vous au château de Gaillon. C'est son plus gros chantier. Dans la cour, des travaux titanesques ont été entrepris pour restaurer les ornements détruits et pillés après la Révolution française. Pourtant, Gaillon a été une splendeur. Le premier château Renaissance de France. On a vraiment les traces des premières sculptures Renaissance en France. Ces sculptures, elles sont très caractéristiques parce que c'est ce qu'on appelle des grotesques. Alors ces grotesques, ce sont des éléments extrêmement fins qui se divisent de manière symétrique. Alors on va avoir un feuillage, on va avoir des pots de fleurs, on va avoir aussi des visages et puis des arrangements, c'est-à-dire un corps d'animal, une tête humaine, un corps de feuilles et puis on va avoir au-dessus une tête de dragon. Donc ça va vraiment être très très symptomatique de cette période-là et c'est vrai que cette façade, elle est magnifique pour cela. Dans la cour d'honneur, les parements de pierre retrouvent peu à peu leur place. Donc là, on voit une partie de la galerie Auxerre. Alors en fait, ce qui est particulièrement remarquable, ce sont les médaillons qu'on voit en haut. C'est à l'intérieur de ces médaillons qu'on avait des bustes d'empereurs romains. Et en fait, ça paraît l'ensemble de cette cour d'honneur qui, il faut se rappeler à l'époque, il y avait un sol de marbre, 3 couleurs. Il y avait une fontaine majestueuse en plein milieu de la cour. Et puis, toutes les façades étaient entièrement ornées. Ce palais somptueux, c'est le rêve d'un des hommes les plus puissants de la région, Georges d'Amboise, l'archevêque de Rouen. Côté Seine, de longues galeries surplombent les jardins. Nous nous trouvons ici sur la galerie sur le Val, qui est l'espace emblématique au château de Gaillon, puisque c'est le lieu majeur à partir duquel on peut voir l'ensemble du domaine des archevêques et puis être vu, car nous sommes bien dans un lieu dans lequel les gens se montraient. À quelques kilomètres de Gaillon, France Poulain a un dernier rendez-vous dans une étonnante demeure qui domine le fleuve. C'est le château de la Madeleine, transformé en folie au XIXe siècle. Aujourd'hui, son propriétaire l'a aménagé en maison d'hôte. C'est la pièce la plus lumineuse de la Madeleine. Elle a 1, 2, 3, 4 portes-fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Et en même temps, bien sûr, elle a directement le point de vue sur cette jolie vallée de la Seine. Les salons de réception s'inspirent de la magie du fleuve. Sa transparence, ses reflets, sa lumière. Vous voyez, la transparence est là. On a une vitre qui donne sur 2 salons, un très ensoleillé et l'autre recouvert de miroirs qui réfléchissent la vue sur la Seine. Cette lumière, cette ouverture sur la nature et cette vue sur la Seine font partie intégrante de la Madeleine et de sa magie. France Poulain est venu pour faire un état des lieux des travaux à faire. Sur la façade côté Seine, un décor de mosaïque scintille autour des lucarnes. Mais certains de ces éléments se décrochent peu à peu. Que je retrouve de temps en temps au sol, d'ailleurs. Je trouve quelques petites tesselles. Ah, ça c'est inquiétant de retrouver des petites tesselles. Ouais. Ça veut dire que... Ces décors font partie des modifications commandées par une veuve fortunée. En 1860, elle transforme un château à la façade austère pour en faire cette folie au style éclectique. Cette femme a fait un voyage en Europe pendant une dizaine d'années et elle est revenue avec des idées, de l'inspiration et elle a complètement agrandi cette demeure. Elle a ajouté le péristyle qui se trouve ici, donc la terrasse couverte.
Elle a transformé une façade avec des colonnes, des chapiteaux corinthiens ou pseudo-corinthiens, et elle l'a surélevée avec cette merveilleuse mosaïque à la feuille d'or. À l'époque, la technique de la mosaïque revient au goût du jour. En fait, les nobles et les intellectuels ont commencé à en poser, à la fois dans les salons, à la fois sur les façades. Alors, ce qui est plus rare, parce qu'en fait, c'est un matériau assez fragile, puisqu'il est simplement collé. Et donc, c'est vrai qu'en pose verticale, soumis aux éléments du vent, de la pluie, etc., on a des collements en fait, de ces petits éléments de céramique. Donc, on s'est restauré. Simplement, sur une façade comme ça, ça veut dire qu'il faut échafauder tout l'édifice pour aller restaurer les parties supérieures. Paul Stéphane poursuit l'œuvre de ses parents. Ce sont eux qui ont sauvé la Madeleine de la ruine en 1981. Quand on a la chance d'être dépositaire d'une beauté pareille, il faut absolument l'entretenir, c'est vital. Il faut absolument lui rendre sa beauté, quoi. Il faut au moins la préserver, ne pas l'abîmer. Nous suivons le fil de la Seine pour retourner jusqu'à son embouchure. Sur la rive nord, le Havre s'étend à l'entrée de l'estuaire. Cette situation en fait un des ports les plus importants de France. Mais c'est aussi ce qui a failli signer sa perte. En septembre 1944, la ville vit une tragédie. Elle est littéralement rasée par les bombardiers anglais pour la libérer du joug allemand. Hélas, après l'attaque aérienne, le Havre brûle. C'est la commune la plus détruite du pays. 80 000 habitants sont sinistrés. Un gigantesque chantier commence alors. L'objectif, bâtir une ville nouvelle dans des temps records. Cette renaissance est signée de l'architecte Auguste Perret. Depuis 2005, le Havre est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, car c'est un exemple unique en France d'architecture moderniste. Le meilleur point de vue pour le comprendre, c'est le haut de la tour de l'Hôtel de Ville, où nous avons rendez-vous avec l'architecte Vincent Dutertre. La physionomie qui ressort aujourd'hui de cette ville, c'est celle d'une ville moderne, organisée, rationnelle. Elle s'organise autour de trois grandes compositions urbaines, trois grandes places. La place de l'Hôtel de Ville, sur laquelle on est ici. Ce qu'on appelle le front de mer sud, qui met en scène, on peut dire, le rapport de la ville avec son port. Et puis, à l'ouest, ce qu'on appelle la porte Océane, qui, pour le coup, met en scène l'ouverture de la ville sur le large. Le principe est de réaliser une porte à double échelle, à l'échelle de la ville, avec ces deux grandes tours qui sont visibles depuis assez loin, et puis à l'échelle de l'avenue, avec deux petits immeubles qui viennent pincer la perspective sur la mer, et puis en même temps refermer un peu l'ouverture par rapport au vent du large. Vincent Dutertre s'est battu pour faire classer sa ville. On le retrouve dans le centre. Auguste Perret s'est inspiré ici de l'architecture classique. Des colonnes soutenant des galeries pour protéger les piétons. Une des commandes, c'était de reconstituer l'activité commerçante qu'il y avait en centre-ville avant-guerre. Et la majorité des immeubles sont traités donc, avec un rez-de-chaussée commerçant, avec une double hauteur souvent, donc des vitrines extrêmement lumineuses, très largement dimensionnées, qui permettent de mettre en valeur les produits, l'activité commerçante, et qui contribuent aussi à la dynamique de l'espace public. Vincent est également admiratif d'un autre aspect du travail de Perret, l'organisation des espaces d'habitation. Cette courbe, elle est agréable à vivre parce que l'ensemble des logements donnent dessus. Alors les immeubles les plus bas sont positionnés côté sud pour que la lumière puisse rentrer. Les immeubles les plus hauts côté rue souvent, donc le long de la place de l'Hôtel de Ville qui fait du bruit. Et puis les tours qui viennent densifier un petit peu le nombre d'habitants à l'hectare.
sont positionnés de manière transversale, de manière à pas trop limiter les entrées de lumière dans cette cour. Son architecture témoigne d'une sorte de paternité par rapport au classicisme à la française, et on retrouve des éléments d'architecture vraiment caractéristiques, comme le système de la colonne, évidemment. La colonne travaillée avec son chapiteau, le système de la corniche, où les immeubles sont équipés de balcons filants qui prennent ce caractère de corniche, et puis de ce système de couronnement des immeubles, un peu sur le modèle du temple grec, on pourrait dire. Une des signatures de l'architecte, c'est sa parfaite maîtrise du béton, traité avec des couleurs et des textures variées. C'est au Havre qu'Auguste Perret signe son chef-d'œuvre, le dernier avant sa mort. L'église Saint-Joseph, construite à partir de 1951. Aujourd'hui, c'est le symbole de la ville reconstruite, un véritable phare sur la mer et l'estuaire. La tour de 107 mètres est une prouesse technique et architecturale. À l'intérieur, Vincent est à chaque fois saisi par la sensation qui attend le visiteur. Alors, ce qui frappe quand on arrive dans l'église Saint-Joseph du Havre, c'est l'impression de légèreté et d'élévation. C'est-à-dire qu'on se sent tout de suite aspiré vers les hauteurs divines en haut du clocher, notamment avec tout le travail qui est réalisé autour de la paroi, qui est progressivement de plus en plus transparente et lumineuse que l'on s'élève vers le haut du clocher. Ici, le béton brut de décoffrage contraste avec des éléments d'architecture du passé. Le passage de l'octogone du clocher au plan carré de la nef se fait par l'intermédiaire de poutres triangulaires qu'on appelle des bracons, qui sont là aussi hérités de l'architecture gothique. Et ces poutres triangulaires donc, reposent sur un ensemble de 4 x 4 piliers qui sont détachés les uns des autres pour plus de légèreté. Vincent emprunte l'étonnant escalier de la tour. On voit cette petite dentelle de béton dans laquelle sont incrustés les verres soufflés à l'antique, avec 50 nuances de couleurs différentes. Donc une richesse vraiment d'un panel de couleurs très vaste. Et une répartition de ces couleurs avec une symbolique de l'orientation, les points cardinaux, et des couleurs plutôt vertes sur le soleil levant, à l'est, des couleurs plutôt orangées et rouges au sud, des couleurs flamboyantes, roses et rouges sur le ouest, et des couleurs plus fraîches côté nord. Plus la tour s'élève, plus elle s'affine et plus elle devient lumineuse. Tout en haut, le clocher s'ouvre comme une fenêtre sur la ville. Alors voilà, on arrive en haut du clocher de l'église Saint-Joseph. On comprend toute la symbolique de phare de ce bâtiment. On a ici une position un peu en vigie sur le territoire de la ville. On n'est pas encore tout en haut du clocher, on est à 84 mètres de haut. Et donc ce bâtiment est visible depuis très loin au large. Lorsque les paquebots transatlantiques ou les ferries viennent au Havre, c'est le premier élément qu'ils voient depuis la mer. Donc il y a ce côté symbolique fort, qui est renforcé par le fait que ce bâtiment a été dédié aux victimes des bombardements de la guerre. Voilà, donc il y a vraiment cette symbolique de phare qui est attachée à l'église Saint-Joseph. Dans l'axe de l'église, d'autres bâtiments sont devenus aussi des symboles de cette ville moderne. Les volcans. Ils abritent une salle de spectacle et une bibliothèque. On se trouve ici au cœur du centre Oscar Niemeyer, autre grand nom de l'architecture du XXe siècle, qui est venu compléter l'œuvre d'Auguste Perret en prenant peut-être le contrepoint en termes plastiques de l'architecture Perret, extrêmement rigide, organisée, rythmée. Ici, on est encore sur l'utilisation du béton armé, mais sur une utilisation beaucoup plus plastique. Donc une couleur blanche, monochrome,
dans les courbes, beaucoup plus sensuelles. Et Le Havre accepte, ou en tout cas assume ce statut de laboratoire et d'expérimentation de modèles d'urbanisme et d'architecture. Au bout de la plage du Havre, voici Sainte-Adresse, en partie épargnée par les bombardements. Une véritable station balnéaire construite en 1905 pour concurrencer Deauville et Trouville, de l'autre côté de l'estuaire. À l'époque, Georges Dufayel, un homme d'affaires, rachète toute la colline exposée plein sud. Il la baptise le Nice-Havrais et construit des bâtiments de prestige. Pour garantir la vue sur la mer à toutes les villas, il impose un cahier des charges précis. Le cahier des charges fixait surtout des règles de hauteur d'édification pour ne pas gêner les vues des autres villas. L'objectif était de créer des villas assez diversifiées, des villas art déco, plus néoclassiques, des villas style anglo-normande, un peu en référence à Cabourg et Deauville. Et on a encore des constructions actuellement, toujours sur le même règlement de lotissement. Parmi ces maisons face à la mer, une folie accroche l'œil. C'est la villa nordique. Avec son faîtage qui rappelle les proues des dracars vikings. Elle a été importée de Norvège et remontée ici dans les années 1900. Depuis le beau window perché en surplomb, l'impression est saisissante. Il y a un effet physique assez fort, on a presque le vertige, quoi. Les pièces de vie des villas étaient réalisées au premier étage, de manière quand même à se dégager un peu pour avoir une vue le plus panoramique possible. Et puis il y avait un petit élément architectural intéressant dans un bon nombre de villas, c'est qu'on construisait une petite tourelle qui était une sorte de vigie sur la mer. À l'autre extrémité de la ville, face au port historique, cette façade au coin de la rue cache une des plus anciennes demeures du Havre. Épargnée par les destructions, elle témoigne de la richesse d'une maison d'armateur du XVIIIe siècle. Vous voyez, la surprise, c'est celle-là. Il s'agit d'une tour de lumière qui vous emmène vers le ciel, qui part de ce sol octogonal qui symbolise la terre, et qui vous emmène, qui vous élève vers ce ciel. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pièces s'organisent en plan rayonnant tout autour de cette tour de lumière. Beaucoup disent un puits de lumière. Pour ma part, je préfère dire une tour de lumière. D'ailleurs, l'architecte qui a conçu cette maison était un architecte des phares. Et c'est aussi un phare qui nous emmène. Cette tour de lumière a pu inspirer Auguste Perret pour le clocher de l'église Saint-Joseph. À tous les étages, la maison fait revivre aujourd'hui l'âge d'or du Havre. Alors là, nous arrivons dans une pièce d'apparat, manifestement. Parce qu'un armateur, c'est quelqu'un qui arme un bateau pour 10 à 12%, mais pour le reste, il doit trouver de l'argent auprès d'assureurs, de banquiers, et pour cela, il doit sembler riche, ou même extrêmement riche. Alors il fait appel à des peintres les plus en vue. Il achète des verreries, des porcelaines absolument somptueuses, ses parquets avec des bois rares. 6 bois exotiques sont ici rassemblés pour cette rosace. L'armateur décore également ses salons de stuc et de moulure. Un tableau de 1843 représente le port du Havre à la grande époque de la maison. Nous sommes devant la maison de l'armateur. Vous voyez le pan coupé qui est un petit peu accentué. La façade est un petit peu plus rectiligne. Et puis vous avez les étages qui sont décrits. Alors l'étage utilitaire ici, avec un entresol ici encore utilitaire. Vous voyez que les plafonds sont très peu élevés. Puis l'étage noble, avec les 2 colonnes visibles en façade. Évidemment, c'est un peu stylisé. Mais nous voyons la vie qu'il pouvait y avoir autour de cette maison. Regardez comme c'est extraordinaire. Là, on sent tout à fait qu'il y a un commerce. Peut-être que les marchandises sont pesées. Vous pouvez observer tous ces sacs de café complètement empilés. Le Havre était un port de café. Encore aujourd'hui, il est le premier port pour l'importation du café. Et puis aussi un port pour le coton. Vous voyez ici de grandes balles de coton. Puis là, quelque chose de très utile pour le Havre, tout cet ensemble de bateaux pilotes. Ce sont les pilotes qui allaient chercher
les bateaux en mer et qui les aidait à entrer dans le port parce que l'ouverture du port ici était infiniment étroite. Et c'est de cette fenêtre que l'armateur pouvait voir arriver ses navires. Tout le monde était là pour voir arriver le bateau. Quand le bateau était parti depuis des mois et des mois et des mois, certains d'ailleurs marins avaient perdu la vie. Enfin, le quai était chargé d'émotions. Et c'est vrai que quand on regarde par la fenêtre, qu'on voit tous ces pêcheurs, qu'on voit cette activité, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce temps des voiliers magique. C'est vraiment le cachet, le vrai délice de la maison d'armateur. Elle est inscrite dans la vie. Nous quittons Le Havre pour se rapprocher de Paris. Entre Rouen et le barrage de Pose se trouve un tronçon de Seine sauvage. Car ici, le fleuve est moins chenalisé. Il est encore soumis au rythme des marées qui modifient sans cesse des paysages préservés. C'est ici que commencent les îles de la Seine. Emmanuel Vauchelet est naturaliste au Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Sa mission, protéger ces paysages. Ici, on a encore des îles, des bras secondaires que l'on peut voir ici. On a les derniers morceaux en fait, de la Seine qui ont un caractère naturel. On a encore l'influence de la marée et des marées qui peuvent faire varier le niveau d'eau de 5 à 6 mètres lors des plus grosses crues. On va arriver dans un secteur vraiment très intéressant puisqu'on va arriver sur les coteaux calcaires de Belbeuf, Saint-Adrien. Ici, c'est une île qui s'appelle l'île Léry. Et en fait, on la voit qu'à marée basse. On dit que la Seine sédimente encore, c'est-à-dire qu'elle dépose encore des éléments de vase, de sable. Et ce qui forme en fait ces espèces de plages de vase. Il suffit en fait d'un arbre qui se couche pour accrocher la vase. Et puis, ça va être le début d'une île qui va naître. Les îles en formation sont en évolution permanente. Selon les marées et les courants, les sédiments se déplacent dans le lit du fleuve. Tout ça est très dynamique, tout ça est vivant, tout ça est changeant, ce qui pouvait rendre à l'époque la navigation très difficile sur ces portions de Seine. Sur ces îles, des plantes commencent à apparaître. Ce sont ces petites pointes qui dépassent de la vase. En quelques années, l'île va se couvrir d'une végétation variée. On va avoir une végétation de roselières. Et puis, en arrière-plan, on voit les forêts alluviales. Ici, dominées par les saules blancs, donc la forêt alluviale de bois tendre. Et en arrière, sur les points les plus hauts, on a la forêt alluviale de bois dur, qui sont les frênes et les ormes. Parmi les espèces caractéristiques de ces berges, le peuplier noir. Emmanuel va voir un spécimen exceptionnel, vieux de plusieurs siècles. Voilà le peuplier noir. C'est un arbre là qui est vraiment gigantesque. C'est un des plus vieux qu'on connaisse sur la vallée de Seine. Vous voyez le diamètre du tronc. Et on voit vraiment les racines qui sont complètement étalées, qui sont vraiment typiques des peupliers, qui sont complètement à nu. En fait, c'est la Seine qui a emporté tous les sédiments qui étaient en dessous. Et donc, malgré tout ça, un arbre de cette taille-là arrive à tenir presque on va dire maintenant, presque à l'équilibre. Emmanuel Vauchelet travaille également à la préservation d'un autre milieu caractéristique de la vallée, les coteaux calcaires. Là, on est sur le coteau d'Amfreville-sous-les-Monts. On voit donc la Seine qui passe ici au loin, la plaine alluviale. Et donc ici, des coteaux qui sont très très pentus. Ce sont des coteaux parmi les plus riches au niveau biodiversité de la région et des grandes surfaces de pelouse qui sont bien ouvertes et en très bon état de conservation. Si Emmanuel intervient ici, c'est parce que ces pentes sont peu à peu envahies par les arbres, qui entraînent la disparition de certaines espèces.
Avec Adrien, ils viennent recenser la population d'un papillon menacé, le damier de la Succise. Ouais, donc il est bien présent. Pour surveiller l'espèce, Adrien doit réaliser une opération délicate, le marquage. Pour marquer un papillon, l'enjeu c'est de ne pas abîmer les ailes, de ne pas faire sauter les petites écailles qui donnent la couleur au papillon. L'aile de papillon c'est transparent et ce sont des petites écailles en fait qui sont posées dessus qui lui donnent sa coloration orange et noir dans le cas du damier. Donc on le capture en le tenant par le thorax et ensuite on lui inscrit un numéro avec un feutre indélébile. Celui-ci ça va être le numéro 96. Donc c'est un mâle. Voilà, donc il va repartir. Voilà. Et je vais prendre sa position au GPS. Les deux naturalistes relèvent le lieu de capture. S'ils attrapent à nouveau ce papillon dans quelques jours, ils pourront ainsi connaître ses habitudes de vie. On peut suivre ses déplacements au sein du site, savoir combien de temps il a vécu, savoir sur quelle plante il s'est alimenté, etc. Tout un tas d'informations comme ça sur la vie du papillon. C'est un papillon qui est devenu très rare. Sur la vallée de la Seine, on n'a plus que quelques populations. Certaines sont importantes, comme celle qui est ici. Et c'est un papillon qu'on va suivre de près parce que c'est un papillon qui témoigne de l'état de la pelouse. C'est-à-dire qu'une fois que le milieu va se refermer de trop, le papillon va disparaître. Pour éviter la repousse des plantes, le conservatoire fait paître ses troupeaux sur les coteaux calcaires. Grâce à ces actions, certaines pelouses retrouvent leur aspect d'origine. Elles surplombent des parois verticales, parfois creusées de grottes. Des sites préservés, parmi les préférés d'Emmanuel. C'est vraiment un panorama qui est exceptionnel et puis qui fait bien comprendre en fait toute l'histoire de la Seine. C'est vraiment très spectaculaire. Ici, on est sur un méandre concave, donc c'est la partie la plus abrupte. C'est la partie qui a été la plus attaquée par la Seine. Il faut imaginer un fleuve beaucoup plus large. Ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'Alaska avec des glaciers, des choses énormes qui flottent et puis avec un débit beaucoup plus important et qui ravinait très fortement le bas des coteaux. En poursuivant notre remontée de la Seine vers Paris, nous découvrons en rive gauche la vallée de l'Epte, un affluent de la Seine. Elle abrite un trésor connu dans le monde entier. Le jardin de Claude Monet à Giverny. C'est le domaine d'un jardinier anglais, James Priest. Depuis 5 ans, il travaille au renouveau du site. C'est un honneur de pouvoir perpétuer l'œuvre de Monet. Et c'est quelque chose qu'on fait avec amour. Donc il faut vraiment plonger dans la pensée, la façon de faire de Monet. Donc aimer ses œuvres pour pouvoir transmettre ça, comme Monet voulait faire avec sa peinture, transmettre au monde la beauté de ce que lui voyait et il voulait partager avec tout le monde. Nous sommes début mai. C'est la période de plantation des fleurs d'été. James commence par choisir l'emplacement de certaines des plantes favorites du peintre, les soleils, qui fleuriront à la fin du mois d'août. J'orange maintenant jaune. Et on revient sur le rouge. On place des soleils, parce que le soleil, c'est une plante que Monet peignait, qu'il avait toujours devant sa maison à Véteuil. Et donc, c'est symbolique de la peinture de Monet. Donc, on place le soleil dans le jardin de Giverny. Donc, le massif là, dans lequel je place actuellement, c'est composé des fleurs orange, jaune et rouge. Et donc,
On utilise des plantes comme des couleurs de la peinture. Et dans le massif, c'est un tableau. C'est un tableau que Monet avait fait et on refait tous les ans. L'artiste achète le terrain en 1890 et se met tout de suite à le composer pour en faire un modèle d'inspiration. Monet peignait selon le soleil qui se lève à l'est, et il peignait des couleurs nuancées de rose, de bleu, des couleurs froides. Et quand le soleil montait dans le ciel, ça devenait plus chaud, et coucher du soleil orange et rouge. C'est quelque chose de magique avec la Normandie, avec le bord de Seine. Donc on est dans cet endroit que Monet a choisi pour la lumière, le brume du matin, cette nuance que des couleurs sont calmes et des vraies couleurs, elles ne sont pas saturées par le soleil. Monet aimait cette ambiance un peu mystique. D'avril à octobre, les floraisons se succèdent. Au printemps, le clos normand, devant la maison, est parsemé d'une fleur que l'artiste a souvent représentée. Monet peignait surtout les iris à cette époque, au mois de mai, quand les iris sont en fleurs. Donc on peut voir qu'il y a des restes des iris jaunes, des giroflées jaunes. Les tulipes viennent de se terminer, mais en été, la palette continue avec des dahlias, des moufliers, plein de plantes différentes. Tout le long de l'allée, parce que c'était important le point de vue de Monet. Monet se mettait au bout de l'allée pour peindre. Le tableau, c'est vraiment tout au long de l'allée, et un tableau jaune, orange ou rouge. Année après année, Monet agrandit et aménage son jardin en fonction de sa palette de peintre. Ici, c'est les endroits où Monet plantait par bloc de couleurs. Donc, on appelle ça des paint box. Et donc, Monet commençait par des couleurs foncées, le violet, le bleu, le rose, et il terminait en bas par le rouge, l'orange et le jaune et le blanc. Donc, vraiment, c'est sa palette. Mais on sait que cet endroit, avec ces nuances qui changent, font que l'œil trouve un peu de paix, un peu de repos, par rapport aux couleurs qui jaillissent partout. Quelques années plus tard, Monet achète un autre terrain pour réaliser un rêve, créer un étang qui devient un support à sa peinture. Ici, ce sont les courbes qui dominent. Il fait du bassin aux nymphéas l'un de ses chefs-d'œuvre paysagers. C'est un endroit capital, c'est vraiment l'endroit que Monet, pendant les derniers 20 ans de sa vie, peignait presque exclusivement. Il avait créé ce paysage et petit à petit, ça est devenu vraiment son modèle préféré. Il a vu des nymphéas dans l'exposition de 1899-1900 à Paris. Il a découvert des nymphéas et il était probablement la première personne en France de planter dans un jardin en situ. C'était un projet totalement nouveau à l'époque. Ce matin, l'étang des nymphéas accueille un visiteur privilégié avant l'ouverture au public. Le chef cuisinier Éric Guérin a passé une partie de son enfance dans la région et trouve dans le jardin de Monet une source d'inspiration. Aujourd'hui, ce que je recherche quand je me promène comme ça dans un paysage comme le jardin Monet, c'est plus des reliefs différents, des contrastes auxquels moi je n'aurais pas pensé. J'ai envie d'avoir ce côté un peu comme ce matin où on a encore de la fraîcheur, de l'humidité. En même temps, on a un petit soleil rasant qui commence à arriver. Si je me mets de l'autre côté, je vais le prendre en pleine figure, je vais commencer à sentir la chaleur. Si je reste ici, ça pique encore un petit peu, pique un peu. Ça peut être un daikon, un radis. En ce moment, on est dans les radis printaniers là, qui piquent, côté un petit peu poivré. Bon, bah, qu'est-ce que je vais ajouter? Peut-être de la menthe, une menthe aquatique, c'est pas mal, c'est un petit peu poivré. On va apporter de la fraîcheur. Après, il faut réchauffer. Ça peut être une pointe de miel, des choses comme ça qui viennent réchauffer. Et ensuite, j'ai envie de raconter une histoire. Je vois un poisson passer, un oiseau, et puis hop, voilà, ça s'accorde. Et finalement, à la fin, j'ai mon plat.
Dans son restaurant de Giverny, Éric recrée les couleurs, les formes végétales inspirées du jardin. C'est vraiment comme un tableau, hein. L'intérêt, c'est de donner du mouvement et de donner le bon mouvement. On cherche à donner de la vie, on cherche à donner du volume et surtout, il faut que ça respire un petit peu ce qu'on peut voir et comprendre quand on se promène dans les jardins. C'est retrouver un peu ces impressions de nature vivante, évolutive, avec des choses qui se passent dessus, dessous. Alors là, on a des petites fleurs d'ail qu'on a en ce moment, qu'on vient poser délicatement, qui apportent des saveurs très délicates. C'est-à-dire qu'on se promène, pouf, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Là, voilà, on a aussi des petites feuilles de pourpier qui ressemblent étrangement à quelque chose qu'on a pu voir dans les jardins. On essaye de les poser naturellement, le plus naturellement possible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de coller aussi à la fois à une période de la journée. Donc là, on voit qu'il y a de la lumière, on va être en pleine journée. Et en même temps, vraiment à coller à la saisonnalité. Donc là, on est dans des couleurs de printemps, avec des verts assez naissants. Cette assiette est un des plats signatures de son restaurant du Jardin des Plumes. Donc voilà, là pour nous, la construction, elle est terminée. Ensuite, on a un bouillon spiruline. C'est le bassin qui se remplit, les cœurs qui se remplissent, les yeux qui s'ouvrent. C'est le plaisir d'être à table et le plaisir de le partager ensemble. À la manière des impressionnistes, le chef donne sa propre perception du paysage. Aux abords de Paris, après l'écluse de Suresnes, la Seine traverse les villes de la banlieue ouest. Le long des berges se succèdent des dizaines de péniches converties en habitations. Là, on a quand même la chance d'avoir des rives qui sont restées vertes. Les gens qui résident sur le fleuve en profitent. La résidence fixe, elle a été inventée à la fin du 19e siècle. Alors qu'auparavant, c'était plutôt interdit et même difficilement toléré parce que le fleuve avait un véritable rôle économique et les berges étaient très disputées. Isabelle Bacouche est spécialiste de l'histoire de la Seine à Paris. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la mutation du fleuve, la reconquête des rives par le public et les activités culturelles. On arrive à l'île Seguin, qui a été le site d'installation des usines Renault. Renault s'est installé à Boulogne-Billancourt. Il a commencé à fabriquer ses voitures à la fin du 19e siècle. Et c'est dans les années 30 qu'il conquiert progressivement l'île Seguin et qu'il y installe l'usine la plus moderne. Et la production s'est arrêtée au début des années 90. Et l'île est en cours de réaménagement après plusieurs projets. Là, on a sous cette grande sphère, ça sera un centre d'activité musicale. La reconquête passe effectivement par un basculement de l'industrie vers le loisir et la culture. Aux commandes du Murano, Philippe Fournier, un amoureux du fleuve. Régulièrement, il partage sa passion avec des visiteurs, le temps d'une traversée de Paris. C'est vrai que la Seine, quand même, demeure un endroit naturel. On en prend conscience quand on navigue souvent dessus. On voit des poissons sauter, on voit des oiseaux sauvages. C'est un lieu, le vent y est plus fort, le ciel plus présent, le soleil aussi. C'est vraiment un grand espace naturel. En quittant les quais du 15e arrondissement, Isabelle et Philippe longent de tout nouveaux aménagements en rive gauche. Ces jardins flottants sont vraiment le symbole de la piétonisation des voies sur berge rive gauche, symbole de la reconquête des berges de la Seine. Ce sont des barges flottantes qui hébergent des jardins et sur lesquels chacun peut venir se promener, se reposer, et c'est très apprécié en général. Ça, c'est des quais qui ont été aménagés. Donc là, la circulation automobile a été éliminée.
pour finalement recréer de la continuité entre la ville et le fleuve. Et on voit bien que finalement, c'est un plaisir de tous que de venir flâner au bord de la Seine. Juste après, le Murano arrive en vue du pont Alexandre III, dans le prolongement des Invalides. Il y a une sorte de fraîcheur sous la voûte. Immédiatement. Là, on arrive au pont de la Concorde. Il a été construit au moment de l'aménagement de la place de la Concorde. Cette espèce d'ouverture vers le fleuve, c'est la volonté effectivement de lier l'architecture et l'élément naturel que représente la Seine. Parce que, vu l'état de la médecine à l'époque, on considère que l'eau de la Seine purifie l'air. Là, on distingue bien la partie centrale du pont qui a été construit en pleine tourmente révolutionnaire avec les pierres de la Bastille et l'extension de part et d'autre faite dans les années 30 pour permettre au pont de s'adapter à la circulation automobile. Là, on arrive sur la gare d'Orsay, aujourd'hui musée d'Orsay. La décision d'implanter la gare d'Orsay, qui est une des dernières qui a été construite, c'était aussi l'idée d'aménager une continuité entre ce qui pouvait arriver par le fleuve ou ce qui pouvait partir par le fleuve et la poursuite du chemin par le chemin de fer. Alors là, il s'agissait soit de voyageurs, soit de petites marchandises. C'était pas un énorme trafic. Quelques minutes plus tard, le Murano longe le musée du Louvre. Il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, au pied du Louvre, il y avait un grand port, le port Saint-Nicolas, qui était le port où accostaient tous les bateaux qui remontaient la Seine depuis Le Havre. Et donc, c'est sur le port Saint-Nicolas qu'arrivaient toutes les marchandises coloniales, le café, les teintures, les épices. Et les Parisiens qui achetaient les marchandises, les achetaient dans les bateaux. Les bateaux, en fait, étaient des magasins flottants. Et il était interdit de vendre les provisions qui arrivaient sur les bateaux ailleurs que sur les ports. Là, on arrive au cœur de Paris, il y a pas mal de ponts, mais dans les limites de Paris actuelles, il y a à peu près une trentaine de ponts, alors que jusqu'au XVIIIe siècle, on n'en a qu'une dizaine. Donc les deux rives étaient assez autonomes, elles avaient chacune leur vie. Et il est vrai que la multiplication des ponts, ça a en quelque sorte contribué à l'oubli presque du fleuve, puisqu'il était plus facile de le franchir. Un très beau point de vue fugitif sur la tour Saint-Jacques, juste dans la rue qui est là. Entre les deux, ça ne dure pas longtemps, mais c'est très joli. De l'autre côté de l'île de la Cité se révèle un nouveau coup de cœur de Philippe. Un endroit que je signale toujours comme étant un des plus beaux, parce que quand on passe sous le pont qui est là, on voit Notre-Dame se dévoiler comme derrière un rideau qui se lève, et c'est absolument magnifique. Ah ouais, c'est vrai que c'est sublime. Le Murano longe l'île Saint-Louis et ses berges fréquentées depuis longtemps pour la promenade. Un peu plus loin, le bateau aborde le 13e arrondissement. Ici, de nouveaux lieux de loisirs apparaissent chaque année, comme le tout premier hôtel flottant de Paris, ouvert à l'été 2016. Il y a des péniches où il y a des spectacles, des concerts, des bars, et où il est effectivement très agréable de goûter la fraîcheur de l'eau. Ce nouvel art de vivre renoue avec une tradition ancienne. Et les ports de Paris au XVIIIe siècle étaient des lieux où les Parisiens se promenaient. Il faut imaginer que le tissu urbain était extrêmement dense, et donc quand il faisait très chaud, le seul endroit où on pouvait prendre le frais, c'était au bord de la Seine. On avait vraiment toutes les catégories sociales qui étaient susceptibles de se rendre au bord du fleuve.
Tous les signes évidents de reconquête témoignent de l'engouement pour la Seine, qui est quand même un élément naturel dans une ville qu'on essaye de désengorger et de rendre plus agréable à vivre. Nous quittons le Murano, qui achève ici sa traversée de Paris.